La première fois que j'ai été émerveillé par un film au cinéma, c'était celui-là, Spider-Man. Et j'oublierai jamais à quel point j'avais envie de devenir Spider-Man. Je m'imaginais, même je me visualisais dans la cour de récré en train de tisser des toiles pour me balancer et grimper partout. En quelque sorte, j'avais besoin de m'accrocher à quelque chose dans mon imaginaire pour fuir la réalité. Pour en revenir au film Spider-Man, quand il est sorti, les communautés de fanboys se sont dit « Oh shit !» Ils ont compris. Et Hollywood, avait capté comment adapter l'univers d'un comics au cinéma. Merci monsieur. Et pour Ready Player One, c'est pareil. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. Il a compris. On n'attend pas trop de la part d'un septuagénaire d'aborder aussi bien des thèmes qui sont le jeu vidéo, la réalité virtuelle, et les drones, et le film parle très bien de cette nostalgie qu'il y a à l'égard des années 70-80, époque que Spielberg a plus que connue, il a contribué à la rendre formidable, mais il en parle du point de vue de quelqu'un qui n'a pas connu cette époque. Et qui tente de s'en rapprocher via les produits de la pop culture. Quelqu'un comme moi, ouais. Et c'est pas difficile pour Spielberg, car lui aussi aurait souhaité vivre à une époque antérieure à la sienne. Et c'est le sujet du film de Woody Allen, Minuit à Paris. C'est clairement un film autobiographique. Déjà que Ty Sheridan ressemble pas mal à Spielberg, on a un personnage qui parcourt l'œuvre d'un de ses héros, et Spielberg joue beaucoup aux jeux vidéo. On parle de quelqu'un qui a des bornes d'arcade dans ses bureaux. J'ai envie de m'asseoir. Je suis super fan de l'univers de Ready Player One. Je dis pas que je souhaite connaître ce futur dystopique, même si je pense que Montreuil est un havre éternel qui ne sera jamais affecté par la chute de l'humanité. Mais je trouve cette conception du futur crédible. Spielberg dit qu'il trouve que l'univers du roman est proche du futur qu'il imagine. Un monde où les drones sont partout, et leur son oppressant est très présent. Meurs. Yes. Le premier plan du film est d'ailleurs filmé avec un drone. Ah et oui, c'est un drone livreur de pizza sur l'affiche. Ouais. L'intro est super importante et remplie de petits détails. Oui alors, excusez-moi, mais ces petits détails, comme je les appelle, ne sont pas que dans l'intro du film. Il y en a en effet jusqu'à la fin de ce dernier. Ces petits easter eggs ne figurent pas forcément dans le livre et certains d'entre eux nous permettent d'établir des théories tout à fait défendables, dans le style de, je sais pas, la saga Star Wars. Je vais pas vous embêter avec des exemples, mais je voulais juste dire à quel point Spielberg est un génie qui a un contrôle absolu sur tout ce qu'il y a dans son œuvre. Allez, je laisse le mec en peignoir reprendre où il en était, l'intro du film. Elle établit notamment le fait qu'il y a plusieurs manières de jouer dans l'Oasis. On peut en effet être debout, avec ou sans tapis, ou assis, comme le mec qui essaie de se jeter par la fenêtre après avoir perdu un deathmatch. Tout dépend de l'attirail technologique qu'on a à disposition, ou des configurations. Et aujourd'hui, quand on joue à des jeux VR, pour beaucoup, on y joue assis. Alors non, je parle de ça parce que ça a l'air d'avoir perturbé pas mal de monde. Parfois, quand on est dans l'Oasis, donc durant les scènes de motion capture, les mouvements des personnages sont comme amplifiés. Je veux dire qu'ils jouent beaucoup avec leur corps, comme au théâtre ou dans un film muet. Ce ne sont pas des mouvements qu'on ferait dans la vie de tous les jours. Et c'est encore plus le cas avec le personnage de James Halliday, qui n'a pratiquement pas d'expression au visage, alors que son avatar, Anorak, a énormément d'expression au visage. Il y a comme quelque chose de libérateur quand on est dans le jeu. Il nous permet de nous exprimer plus que d'habitude. Il y a même la grande inspiration d'H après avoir été submergé durant la séquence Kubrick. Allez, ouvre-toi! A l'inverse, le personnage de Nolan Sorrento est parfois un cliché de méchant, et dans l'Oasis, il est quasiment pas expressif. Et Ben Mendelsohn joue très bien, comme toujours. D'ailleurs, toute la distribution est très bien, même celui qu'on ne voit que dans l'Oasis, TJ Miller, alias iRock. Je trouve son avatar super cool, et c'est une excellente idée d'avoir casté cet acteur. Mark Rylance, quant à lui, nous livre une performance similaire au Bugug. L'avatar de notre héros est loin d'être moche, je kiffe sa tenue vestimentaire. Après, c'est son choix s'il veut avoir la peau d'un membre de Steam Power Giraffe, et s'il veut des cheveux qui font penser à lui, ou je sais pas. Sinon, l'avatar que j'aime beaucoup, c'est celui de Samantha, Artemis. Probablement parce qu'on la découvre avec la moto de Kaneda, ou bien que... je reviens en arrière juste 2 secondes. Oh mais ça c'est tellement génial. Un film dans un jeu vidéo dans un film. C'est une des meilleures refs. Oui, je sais, Raph, tu l'avais repéré avant moi. Oh, mais moi je pensais que tu l'avais vu dès la première fois. Et gna gna gna, gna gna gna. Tout comme moi aussi a repéré R2D2 dans le dernier plan du film. Et bah moi, sur ce même plan, j'ai vu Robbie le robot. Et la Wii, et la NES, tu les avais vus toi, hein? Et ce que j'adore surtout chez Olivia Cooke, c'est sa voix. Et on nous familiarise très bien avec cette voix avant de découvrir le vrai visage du personnage. Puis elle est super badass, Artemis. Enfin, je deviens fou quand je la vois sur la main du géant de fer juste avant de buter le méchant.
Et on découvre qu'elle a ajouté à son avatar la tache de naissance qu'elle a en vrai. C'est trop cool. Et à ce moment-là, la musique d'Alan Silvestri. Vous vous rendez compte que c'est la première collaboration entre Alan Silvestri et Steven Spielberg. Ils ont déjà eu une relation producteur-compositeur, mais là c'est la première fois que Alan Silvestri compose pour un film de Spielberg. Et il a, comme Spielberg, eu un rôle important dans la pop culture 80s. D'ailleurs, il n'hésite pas à faire des références à des thèmes qu'il a lui-même composés, comme Retour vers le futur, ouvertement, avec le petit... qu'on entend 3 ou 4 fois. J'ai aussi reconnu du Predator un peu, et il y a beaucoup de ressemblances avec John Williams, quand même. Et il y a le premier morceau de la BO, pas de Jump de Van Halen, mais le morceau qui nous fait entrer dans l'Oasis. Et ce morceau donne une dimension fantastique au film. Il nous fait entrer dans un monde où, comme le dit la voix off, où tout est possible. Et la magie de ce monde va avoir des répercussions sur la réalité. À la fin du film, quand Nolan Sorrento ouvre la porte du camion pour tuer Wade, l'œuf lui fait baisser son arme. Il est illuminé par l'objet dont la lumière sort des gants du héros. On voit l'objet dans la visière, et c'est là que le méchant esquisse un sourire. Et il se fait enfin arrêter par les flics. On peut parler du fait que c'est un film anticapitaliste ? Non, parce que c'est le cas. Et ce capitalisme s'implique vraiment partout, que ce soit dans le jeu ou dans le monde réel. On a quand même le patron d'une grande entreprise qui est prêt à tuer des gosses pour garder sa position et faire du profit. Mais c'est pas un cliché, les grands patrons sont vraiment méchants. C'est terrible ce moment à la fin où il débarque tout seul dans le bidonville, si on peut appeler ça un bidonville. Le peuple veut lui faire face, mais il a de quoi effrayer tout le monde. Un flingue. Je le dis souvent, mais les armes c'est de la merde. Alors voilà, Ready Player One nous met en garde contre ce capitalisme qui est en train de détruire le monde, mais il nous met aussi en garde contre la technologie. Il nous dit, les écrans c'est très cool, mais faites en sorte que la réalité ne soit pas détruite pendant que vous tournez le dos. Il nous dit aussi, avoir des amis sur un écran c'est cool, mais en vrai, c'est mieux. Tout comme Mad Max Fury Road en 2015, Ready Player One aborde de nombreux sujets dont le traitement est parfaitement maîtrisé, tout en parvenant à proposer un pestacle fascinant du début à la fin. Pas comme cette vidéo. Il surpasse tous les autres films qui se veulent eux aussi parler de pop culture ou de jeux vidéo. Spielberg est un excellent conteur d'histoire, n'oubliez jamais ça. Il adapte un bouquin de 40 chapitres et il faut dire qu'il nous propose une intrigue très différente de l'œuvre originale. Les seuls points communs sont l'objectif principal et les noms des personnages. C'est un cinéaste qui propose une nouvelle histoire et donc une nouvelle aventure. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas s'auto-référencer. La seule référence à un de ses films, c'est le rugissement du T-Rex poursuivant une voiture et un poster d'Indiana Jones. Bon, évidemment, j'aurais bien aimé voir quelques petites choses du livre, comme cette phrase par exemple. Je dirais que la masturbation est l'adaptation la plus importante de l'animal humain, la pierre angulaire de notre civilisation technologique. Nos mains ont évolué pour pouvoir agripper des outils avec dextérité, y compris le nôtre. En parlant de sexe, c'est moi où la scène de la boîte de nuit est hyper sensuelle. Enfin bref. Et du coup, bien entendu, il y a quelques petits éléments bizarres, des facilités scénaristiques comme on dit, genre Shaw qui meurt à la fin et on ne sait absolument pas où est-ce qu'il disparaît alors qu'il avait largement le temps de se barrer. Mais si vous voulez, je peux aller chercher des incohérences dans mon film préféré, Le Dictateur de Charlie Chaplin. La scène où les gars, ils mettent 3 plombes à manger leurs muffins dans lesquels il y a des pièces de monnaie. Ok, ça sert le côté comique, ok, ils ont pas envie de les bouffer, mais c'est pas logique, surtout avec le gars qui, à la fin, assume d'avoir eu la pièce. Gentlemen, the coin is here. Ils sont pas bons les muffins, c'est ça? Bah en fait, c'est peut-être pour ça. Faudrait peut-être que je parle des jeux vidéo, non? Ouais, j'aime bien ça les jeux vidéo. Vous savez qu'on y joue en moyenne 6 heures par jour? Par semaine? C'est 6 heures par semaine? Personne ne joue 6 heures par jour aux jeux vidéo, enfin... J'adore l'objectif des personnages qui est de trouver un œuf. Non, parce que j'ai passé quand même pas mal de temps à jouer à un MMO dans lequel on devait trouver des œufs. J'en ai d'ailleurs jamais trouvé un seul. Et les épreuves représentent chacune un style de jeu différent. On a la première épreuve, le jeu de course, le jeu d'enquête / film interactif d'horreur, et enfin le jeu d'arcade d'aventure, qui s'appelle Adventure. Dis-moi, petit menu principal de Xenoblade Chronicles, est-ce que tu peux arrêter de changer la lumière, s'il te plaît? Excusez-le, hein, c'est magnifique et c'est même émouvant quand le créateur du jeu s'adresse directement au héros. Oui, parce que je considère que le créateur du jeu vit encore dans le jeu, c'est du transhumanisme. Il lui dit merci d'avoir joué à mon jeu. Mais c'est beau, et ça fait le même effet quand on a entre les mains un jeu CD Projekt. T'as vraiment l'impression d'être aimé et respecté par les créateurs du jeu. Alors qu'avec un jeu Activision, c'est « Hey, achète les DLC, fils de pute !» En fait, c'est un peu le réalisateur du film qui vous dit « Merci d'avoir vu mon film !» Putain, c'est beau, quoi. Et puis, vous savez, depuis l'adolescence, je considère Jurassic Park comme étant le meilleur film du monde. Pas mon préféré, juste le meilleur. C'est pour moi le film qui a fait rentrer le cinéma dans le 21e siècle. Et puis, il y a un an,
quand j'ai lu le pitch du prochain Spielberg, je me suis dit « Oh shit, Jurassic Park va être détrôné !» J'étais inquiet. Mais en fait ça va. En revanche, Ready Player One est un film dont l'existence m'émeut beaucoup. C'est un film d'auteur qui parle à la fois de son passé, de son présent et de son futur. Un film dont les cinéphiles se souviendront longtemps. Et je pense que c'est le meilleur film de la décennie, peut-être du siècle. Auquel cas on aurait 80 ans pour faire mieux. 80 ans c'est quoi? C'est la durée de vie d'un crocodile. Donc là il y a un crocodile qui est en train de naître, et on a jusqu'à sa mort pour faire mieux. C'est une déclaration d'amour au cinéma, et à Stanley Kubrick, et aussi aux jeux vidéo, mais quand même un peu à Stanley Kubrick. D'ailleurs, vous savez ce qu'a dit Steven Spielberg? La pop culture, c'est comme les vacances de la culture. Ouais, perso, j'ai pas trop compris cette phrase. Même mon cinéaste préféré peut dire ce qu'il veut, surtout après avoir fait ce film sur l'amitié. Et j'ai un coup de fil à passer. J'en profite pour vous parler un peu de l'avenir de cette chaîne. Ça fait un moment qu'il y a ce projet d'émission à cheval entre la fiction et la chronique qui vous parlera de pop culture, majoritairement de cinéma. Et dans cette émission, les personnages se serviront de la pop culture comme un atout, comme une arme pour faire face à vous verrez. Et certes, ce projet aurait pu commencer à se développer il y a bien longtemps, mais pas le temps. Ouais, allô Wilson? Ouais, c'est vous, bah oui, bah j'ai reconnu ta voix hein, quand même. Donc ce soir tu viens, tu passes à la maison, on mange des pizzas, on regarde un film, on joue à des jeux d'arcade et tout ça quoi. Et tous les potos seront les bienvenus sur ce projet, mais ce sera avant tout une aventure que je partagerai avec Wilson, my bro. On s'est jamais lâché depuis tout ce temps, et je peux vous affirmer qu'on se lâchera jamais. Ouais, mais après on fume des gros joints à sa mère quoi.